Bonjour tout le monde. Le réseau Santé Alberta est très fier de vous accueillir aujourd'hui pour ce dernier atelier dans le cadre de la Semaine nationale de l'immigration francophone 2021. Aujourd'hui, nous recevons Céline Bossé qui va nous parler en cuisine, un monde de saveurs à découvrir. Alors, je laisse la parole à Céline. Bonjour tout le monde. Je suis vraiment contente de vous avoir avec moi aujourd'hui pour vous parler d'une francophonie aux mille saveurs. Mais mille saveurs, ça veut dire aussi alimentation, ça veut dire cuisine, ça veut dire un plaisir en cuisine. Alors, c'est de ça dont je vais vous entretenir aujourd'hui. Alors, on commence avec ceci. Donc, en cuisine, tout un monde à découvrir. Et cet événement a lieu dans le cadre de l'immigration francophone et on est donc prêt à célébrer, à déguster et découvrir avec un esprit ouvert parce que les différentes cultures, il y a toutes sortes d'aliments parfois qui peuvent nous surprendre, mais il faut rester ouvert à vouloir goûter et essayer. Alors, les saveurs culturelles évoquent en premier le goût de découvrir des aliments venus d'ailleurs au travers de nos différents sens. Hein, on sait très bien qu'on commence par goûter avec les yeux avant même de... Des fois, on touche avec les doigts aussi avant même de mettre en bouche. Alors voilà, c'est un départ. Vous savez, la francophonie internationale, elle est multiple. Et là, je vous présente les différents drapeaux qui constituent cette francophonie à travers le monde. Et moi, je trouve ça très impressionnant. Quand ça a été la première fois que j'en ai entendu parler, je dois dire que ça a été impressionnant et de savoir comment on peut communiquer entre nous. On parle tout le même français, mais j'ai une petite vidéo là-dessus sur le fait du dialogue interculturel. Et voici, je vous amène donc ici. Il existe entre 5000 et 7000 langues dans le monde. Le français est parlé par 274 millions de personnes réparties sur les 5 continents. Elle est la 5e langue la plus parlée au monde. Les francophones ont en commun cette langue. Mais ils se distinguent par leur mode de vie, leur environnement naturel, leurs coutumes, leur religion et les autres langues qu'ils parlent. La langue française est alors cet outil partagé qui nous permet de nous connaître, de découvrir la culture de l'autre et l'incroyable diversité culturelle et linguistique de la francophonie. Maîtriser la langue française nous permet non seulement de participer à la vie sociale, culturelle et politique sur un territoire francophone, mais aussi d'échanger avec des personnes à l'autre bout du monde et d'avoir accès à des contenus culturels venant de tous les continents. Allô? Ça va bien? Salam, ça va. Tu as quelques minutes? Ben oui, ça serait le fun. Si t'es pas là pour me chanter la pomme, là. Chanter la quoi? Me séduire, si tu veux. Mais non, là. Je te niaise, mon gars. Ah, c'est drôle comme expression. Tu m'as marché sur la langue, Samir. J'ai vu ce qui s'est passé dans ton pays. Ça me donne vraiment envie de venir chez Tu veux toi. pas plutôt venir en Suisse ou bien? Et ça palabre. Ouais, ça palabre. Palabré? Trop parler. Jaser, comme vous dites. Allô, ça? Bonjour. Ça, c'est vraiment très très. La langue française est plurielle, sujette à des évolutions, à l'apparition de nouveaux mots, de métissages et d'expressions qui la rendent vivante. La francophonie est une réalité linguistique, un atout pour les échanges interculturels dont l'avenir n'a de sens que si la langue française dialogue harmonieusement avec toutes les langues. La langue française appartient à tous ceux qui la parlent. Alors voilà. Oui, hein, pour communiquer, on commence par les oreilles, on se parle, on dialogue, mais je vous dis, lorsqu'on est rendu à parler des mets, des saveurs et des odeurs, c'est vraiment le ventre qui nous unit. Alors voilà, on continue la présentation. Maintenant, quand je regarde le tableau
d'où viennent tous ces francophones. Donc, en 2018, ici, on a une très belle représentation de voir que les premiers en tête de liste viennent, il y a beaucoup de gens au Congo qui parlent français. On parle de 51% de la population. En Algérie, au Maroc, ce sont les 3 premiers. Donc, on peut s'imaginer, là, avec ces 3 grands pays, lieux, que l'Afrique contient une grosse partie de la carte francophone. Alors, ils peuvent provenir certainement d'Afrique en grande partie et des autres pays. Mais ça nous montre vraiment bien que la francophonie a un siège important au niveau de l'Afrique, du Nord et du Sud. Alors voilà. Maintenant, j'aimerais vous mettre... j'aimerais vous présenter un autre petit vidéo. On dit que la cuisine française est l'une des meilleures du monde et a même été inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Vraiment, hein, en 2018. Et j'ai une vidéo qui est à peu près de 9 minutes. Mais je vous dis, c'est un petit jeu que je vous appelle en écoutant. Essayez d'avoir un papier et un crayon près de vous pour noter qu'est-ce qui, selon vous, sont les points qui ressortent, qui font que la France s'est méritée cette si grande distinction. Parce qu'à plusieurs occasions, dans le côté culturel et traditionnel de la cuisine, pas seulement de la cuisine française, on parle de la tradition culinaire française et ça l'englobe beaucoup plus que juste se nourrir. Alors, suivez bien, on va démarrer ce petit vidéo. Dans toutes les circonstances heureuses de leur existence, les Français se retrouvent autour d'un repas gastronomique. Pour 95% des Français, le repas gastronomique est un élément essentiel de leur patrimoine et de leur identité. Le repas gastronomique est pour les Français une pratique sociale ritualisant le plaisir d'être ensemble. Préparer un repas gastronomique, c'est le plaisir de choisir des recettes, de chercher des bons produits et de les cuisiner ensemble. Accueillir des amis ou sa famille pour un repas gastronomique nécessite de mettre en route des savoirs, des savoir-faire, de la transmission et de la joie. Que mangeons-nous? Comment cuisinerons-nous ensemble? Qui fait le marché? Une fois que vous avez mis à la poissonnière la vapeur, Ouais. vous laissez refroidir la peau avant qu'on Et après, on coupe en tranches à ce moment-là. Qu'est-ce que tu ferais, toi, avec l'amandine, aujourd'hui? poêler, Poêler, tout poêler en simplement. direct. Et Ça, la peau est fine. Faire le marché permet d'échanger des savoirs, des conseils, des tours de main. C'est un lieu de parole, de transmission. les plus gros, il faut faire la pâte. Bon appétit et cuisine bien. Merci. Allez. Je viens chercher chez vous. Le repas gastronomique est ouvert aux produits d'autres cultures. Il contribue à la découverte, à l'acceptation de l'autre. Il faudrait en fait pour l'apéritif, feuilles de vigne. C'est un assortiment d'olives aussi, je pense. Ah là, vous n'inquiétez pas. D'accord. Voilà. C'est aussi le reflet de la diversité des régions et des terroirs qui se retrouvent sur toutes les tables. 12 personnes, dont les enfants, un rôti de veau, Je pense qu'on va s'orienter sur un quasi de veau. un quasi de veau. Une des pièces les plus nobles. Mon propos, c'est de vous donner quelques os de veau à côté. Ça va faire un jus onctueux avec la... Voilà, et surtout un jus naturel de la Oui, bête. oui, très très bien. On aurait besoin de pain, s'il vous plaît. Bonjour. Je voulais proposer un petit plateau qui illustre ce qui est bon en
cette saison. C'est la bonne saison dans le sens où, en ce moment, en fin de printemps, début d'été, les animaux, les vaches sont dehors, elles sont dans les pâtures. C'est plutôt la période où les pâtures sont riches et bien parfumées. Donc ça donne. Bonjour. Donc on va attaquer par l'apéritif. Les arômes de mandarine, ça c'est un bon vin pour débuter un repas. Enfin, les amis, la famille se réunissent pour le repas gastronomique. Comment la meuler, mais c'est que tu sais reconnaître ta pomme de terre. La préparation se met en route. Non mais du vin blanc, c'est fait. Qu'est-ce que c'est comme pomme de terre? Donc ça s'appelle la princesse Amandine. Alors, est-ce qu'on frotte le plat d'ail? Ah bah ouais, quand même. Et après, on va le couvrir d'une préparation qui sent bon, qu'on appelle un courbouillon pour rondelles. Voilà. Et après, Doucement parce qu'il est fragile, très très fragile. il vient de se casser la gueule, regarde. Allez. Sortir sur les côtés. Je fais ça. Ça va bien se plier. Avec la glace. Tu mets un glaçon blanche à 13. Voilà. Très bien rouge. Dans toutes les familles, partout en France, le même rituel se met en place. Se régaler ensemble, préparer le repas ensemble, échanger, et puis à partir de là, élargir la curiosité et peut-être l'éveiller. Les parents transmettent les savoirs et les gestes aux enfants. Peler, éplucher, découper, monter une sauce, goûter, l'apprentissage se nourrit de ces gestes répétés. Et mettre à l'intérieur. Ça, on va faire ça. Et tu mélanges. Vas-y. Tu tournes autour. Voilà. Voilà. Voilà, ça c'est le geste essentiel. Tu vas les mettre là, d'accord? Là ou là? Là. La coupe en deux, et dans une assiette, tu commences à m'épépiner parce que c'est assez long. On prend quelques heures, comme ça, des fois, on prépare quelque chose. À la fin, on se dit, ouais, c'est moi qui ai fait ça, voilà. Faire plein de desserts, pour faire plaisir à ma famille et pour faire plaisir aux gens. Bien sûr, le repas gastronomique, ce n'est pas que manger. C'est un moment ritualisé. Dresser la table respecte un code précis où les enfants s'essayent au pliage des serviettes après une utilisation des verres et s'appliquent à l'installation des couverts. Tout est en place, les services du fromage et du vin se préparent. Les belles bouteilles sont carafées. Le repas gastronomique respecte l'ordre des mets et des services à la française. Apéritif, entrée, poisson, plat de viande, fromage, dessert. Le rituel s'ouvre par l'apéritif comme une mise en appétit. On pense au plaisir d'être ensemble et de se Et de revoir. bien bouffer, de bien boire. Au plaisir de la bouche. Voilà. C'est des calamateurs, c'est des calamatars. Ça doit être bon. Chaque plat, successivement, est posé au centre de la table comme une offrande. Il alimente aussi la conversation. Ça ferait plaisir. Si Un vous voulez velouté avec transformer les ça, persil. est-ce que tu mets de la cannelle? Ouais, moi, je vais goûter. Et avec un petit peu de entrée surfait. de Ça fait un velouté Ça, délicieux. c'est facile. Il arrive. Bon appétit. Non, vous ne commencez rien, il y a une petite tombée de persil sur la table. Pour symboliser le partage, les grosses pièces sont découpées à table. Ça va. Après, ça, ça a été après. Ça, c'est les habitudes. Bon appétit. Bon appétit. Délicieux. Ah bah, tant mieux. Oh là là. Tu sais quand tu vas chercher tout ça, très dur. Moi non plus. Comme un recueillement, la parole se suspend dans le plaisir partagé. D'ail, là. Oui.
des saveurs, chaque plat est accompagné d'un vin différent. Les fromages aux formes variées sont disposés sur leur plateau, suivant un ordre précis. Chacun doit pouvoir découper autant de croûtes que de cœurs. Les fromages se dégustent du plus doux au plus fort. Plus que dans les repas de tous les jours, les desserts, les douceurs accompagnent toujours le repas gastronomique. C'est le plaisir d'être ensemble. Mohamed, je m'occupe de mon neveu qui est à ma droite. Le digestif conclut le rituel. Les conversations se poursuivent à la table. Je crois que c'est bien de préserver l'art de vivre, le bien-être, savoir manger. C'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la culture et de la culture française. C'est des choses qu'on transmet de génération en génération. En l'inscrivant au patrimoine de l'UNESCO, ça marque une volonté de continuer cette démarche de transmission, de l'orchestrer un petit peu plus, parce que j'ai un petit peu peur que dans les années à venir, on ne soit plus capable de le faire tout seul. C'est une candidature très importante, pas non seulement pour la France elle-même, ni pour l'Europe, mais pour le monde entier. Puis ça fait entièrement partie de notre culture et de notre patrimoine. C'est un patrimoine vivant, c'est un patrimoine qui évolue et qu'on puisse reconnaître ça à l'UNESCO, je trouve ça une bonne idée. 99% des Français souhaitent sauvegarder le repas gastronomique et le transmettre aux générations futures. Alors, comme vous pouvez voir, c'est exceptionnellement formidable hein, de voir toute cette transmission de connaissances, puis de savoir-faire, en tout cas, c'est très impressionnant. Puis, le fait qu'on dit tout le temps, on est des francophones, on devrait porter même cette fierté en étant francophone, d'avoir un petit brin de plus que les autres sur savoir bien manger, savoir recevoir, savoir accueillir et savoir être autour d'une table tous ensemble pendant des heures et des heures. Alors, c'est des moments qui sont importants dans la vie. Ces repas gastronomiques-là, pour les Français, c'est célébré à plusieurs moments, à la naissance des enfants, à des mariages, des anniversaires, quand on veut souligner des succès scolaires ou des retrouvailles. On va aussi avoir cette pratique de l'art du bien manger et du bien boire. Il faut bien dire, c'est la combinaison des deux. Je trouve ça assez formidable. Les repas gastronomiques, entre autres, donnent l'occasion de mettre l'accent sur être bien ensemble. Et c'est aussi le plaisir de goûter. Vous avez remarqué, on prend le temps d'écouter ce que l'aliment, les effets, les sensations qu'il nous procure en bouche. Alors, et c'est d'en parler ensemble, c'est de transmettre à nos enfants aussi la façon de se tenir à table, être à l'écoute de l'autre, partager avec l'autre, l'harmonie entre les humains et la nature. Quand les gens faisaient leurs achats alimentaires directement auprès du marchand, questionner la fraîcheur du produit, et ça fait partie de la culture culinaire, de bien choisir ses aliments, de savoir comment reconnaître la fraîcheur. Il y a aussi d'autres éléments qui sont très importants que j'ai notés. Le choix attentif des mets et des recettes dès le départ, c'est relié à la célébration qu'on va mettre en place. Alors, on va choisir des mets, des recettes traditionnelles
par exemple, pour le temps des fêtes ou encore pour un mariage, ça ne sera pas le même repas, on s'entend. Et c'est partout dans toutes les autres cultures aussi, mais c'est l'enveloppage, si je peux dire, l'emballage de tout ça à travers aussi des préférences des aliments locaux, tout ce qui est fabriqué localement, assurer aussi que le commerçant local soit favorisé par vos choix plutôt que d'aller vers un produit qui est de l'extérieur au pays. Les saveurs, accorder les saveurs ensemble, donc tous les mariages des différents épices ou assaisonnements avec le poisson, par exemple, ou avec le légume. Alors, c'est ça qui est vraiment bien. Et on pense aussi au mariage des mets et des vins. Alors ça, c'est toute une autre connaissance qu'on peut enseigner lors de ces repas gastronomiques aux plus jeunes. Et puis, c'est ce qu'ils vont garder avec eux toute leur vie. Ils vont même se souvenir quand ils ont faire la mise en place de la table, placer les napperons, les serviettes, reconnaître les différents verres de vin, les grosseurs, les formes et tout ça. Alors, la culture et la tradition française, elle est riche et il est vraiment louable de la reconnaître comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Alors, je voulais vraiment vous en parler aujourd'hui. Avec tout cet esprit, nous continuons la présentation. On a parlé de la France, l'Europe, tout ça, son savoir-vivre, son savoir-faire, mais les Canadiens ont aussi une belle histoire avec les aliments. Et le guide alimentaire canadien en fait partie. Et vous savez, avec le nouveau guide alimentaire 2019, on donne une place très, très intéressante au plaisir de la table, des cultures, vraiment des cultures alimentaires différentes. Et je vais vous présenter ici ce qu'il en est. Et du moins, on ne va pas lire ensemble, mais je veux vous montrer la place que le guide alimentaire met à la culture, aux traditions alimentaires, et ça fait partie intégrante d'une saine alimentation. Parce que vous savez, la culture et la tradition, on le porte en nous. C'est un peu notre identité. C'est pas parce qu'on part d'un pays autre et qu'on vient au Canada qu'on n'a pas la possibilité de poursuivre nos traditions culinaires. Et entre autres, le Canada a une panoplie de produits. Souvent, on peut trouver des ingrédients de substituts qui peuvent faire la même chose dans nos recettes. Alors, à travers le guide ici, vous allez avoir plein d'informations sur le pourquoi de maintenir nos habitudes, nos traditions, c'est important et tout ça, et comment vous pouvez le faire. Alors, c'est dans ce sens que je voulais vous montrer ceci. Un autre petit vidéo que j'ai trouvé très intéressant, qui dure à peu près 2 minutes, mais c'est la petite histoire du guide alimentaire canadien. Vous savez, la version actuelle du guide, il y a eu plusieurs autres versions auparavant et ça a commencé en 1942. Alors, je vous laisse. C'est une science qui évolue constamment. C'est une science qui est très jeune, l'alimentation, la nutrition. Alors, c'est pour ça qu'il y a des versions qui s'améliorent d'année en année et de décennie en décennie. Alors, je vous présente l'historique, la petite histoire du guide alimentaire canadien. Voyons ici la petite histoire du guide. En 1942, le guide visait à prévenir les carences nutritionnelles. Il fallait aussi améliorer la santé des Canadiens malgré les rationnements en raison de la guerre. On prêtait également une attention particulière aux militaires. On voulait avoir des aliments qui fournissent suffisamment d'énergie, donc on était très axé sur la quantité, aussi très axé sur les protéines pour pouvoir garantir le développement d'une bonne masse musculaire pour les soldats. On proposait alors 6 groupes alimentaires. Le lait, la viande, les œufs étaient prépondérants. Le lait surtout était fortement recommandé et l'huile de foie de poisson était reconnue comme une source de vitamine D.
En 61, les techniques d'entreposage ont évolué, ainsi que le transport des aliments. Le guide met l'accent sur un plus grand choix d'aliments. Les œufs, le fromage et les pois secs peuvent remplacer la viande. En 1977, le guide subit 30 modifications. Il n'est plus recommandé de manger une portion de pommes de terre par jour. Mais ce qui était suggéré autrefois est écarté. C'est que la science évolue et beaucoup d'aliments sont associés à des maladies. Quand on regarde les proportions, le volume des aliments. Ce qui fait qu'en 1982, d'autres changements sont apportés qui prennent en compte les maladies cardiovasculaires et les maladies chroniques. Avant, on donnait des prescriptions, donc des quantités précises à consommer. Aujourd'hui, on est dans les orientations, dans des repères généraux, puisqu'on a compris qu'il y a mille et une façons de bien manger. L'important, c'est de respecter des règles de base qui sont de cuisiner plus souvent, de prendre le temps de manger, de choisir des aliments moins transformés. Un nouveau guide alimentaire canadien a donc été publié aujourd'hui. 10 ans plus tard, en 1992, nouvelle mouture. 4 groupes alimentaires axés sur les besoins en nutriments et les apports énergétiques. Mais l'objectif tout au long de ces années est le même, assurer la bonne santé des Canadiens. On va au-delà des nutriments, on considère non seulement ce qu'on mange, mais comment on mange. Donc, le fait de prendre le temps de manger seul ou en compagnie. On tient compte aussi de l'environnement naturel, donc de l'impact de notre diète sur l'environnement. Ce guide sert avant tout de référence pour les établissements publics, les écoles, les hôpitaux, les prisons. Mais c'est combien de portions dans ton guide ici? Il a même été enseigné dans des établissements scolaires à une certaine époque. Tous les pays développés en ont un. D'ailleurs, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture recommande un tel outil pour tous. Ici Catherine Kovacs, Radio-Canada, Montréal. Voilà. C'est vraiment ça. Alors, vous voyez l'évolution qui a eu lieu. Donc, l'accent plus moderne dans le dernier guide de 2019, c'est que la science continue d'évoluer, puis le guide alimentaire a vu ses différentes versions. Maintenant, l'accent est vraiment mis. Ce n'est pas autant ce que l'on mange, mais plutôt le comment. C'est vraiment impressionnant parce qu'on va questionner davantage, puis on va faire le lien avec la santé beaucoup plus sur est-ce que vous avez du plaisir à manger? Manger ensemble plutôt que toute seule. C'est plus important. Prendre le temps de manger, prendre le temps de savourer, être en bonne compagnie, avoir du plaisir et non avoir une ambiance tendue. C'est très important pour mieux digérer et c'est tout ce que la science a découvert avec les années. Cuisiner plus souvent, connaître ce que vous mangez, connaissez vos ingrédients. C'est une histoire d'amour avec la nourriture quand on aime bien manger, acheter et reconnaître les bons aliments. Avec la venue aussi de l'industrialisation et du manque de temps, que les gens disent, on travaille trop, les femmes sont sur le marché du travail, ça nous prend des aliments fabriqués ou préparés d'avance pour que ça soit plus facile de nourrir la famille. Mais vous savez, ces industries alimentaires aussi en profitent pour arriver à vous offrir des aliments tout préparés. Cependant, les ingrédients choisis ne sont pas nécessairement sous des normes de qualité comme si on avait fait nos propres choix et si on avait pris des ingrédients qui proviennent de la nature directement. Souvent, c'est des produits reconstitués ou qui nous amènent à une ultra-transformation des aliments qui, à la limite, on se pose la question, sont-ils toujours des aliments qui vont nous nourrir et nous amener la santé? Alors, sur le point que je voulais faire ici, chaque année, on a le mois de la nutrition qui se fait au mois de mars. L'année dernière, pour le mois de mars de 2021, on a fait une belle présentation sur comment on est unique, comment nos façons de s'alimenter prend une place
dans nos traditions culinaires et je vous amène ici à ce que le mois de nutrition nous présentait. Vous savez, ces informations-là sont toutes accessibles sur le site Internet. Vous aurez les liens à la toute fin. Et il y a moyen, comme on dit, moyen de moyenner, que l'on soit de tous les tailles, qu'on ait des circonstances de santé différentes. Et il y a moyen d'aller chercher ici ce qui nous convient en fonction de nos besoins. Si on est très actif, moindrement actif, lorsqu'on on mange peu, comment on peut aussi faire pour s'assurer de prendre les choses quand on est écolier et tout ça. Alors, je voulais vous montrer cette ressource qui est très, très utile et qui est très facile d'accès. Et à tous les mois de mars, en 2022, on aura encore un nouveau mois de mars, mois de la nutrition. Alors, tenez-vous au courant, c'est toujours très riche d'informations. Bon, maintenant, je vous amène au cœur du sujet. Au cœur des thématiques culinaires, les ingrédients qu'on va utiliser, tout ça. Donc, ces aliments savoureux, ils ont de toutes les formes, toutes les couleurs, les textures. Et on va parler ici de différentes cuisines, que ce soit de la cuisine indienne, canadienne, française, antillaise. Vous allez voir, vous en aurez plein la vue et plein les papilles. Alors, les grands secrets des saveurs, vous savez, c'est les assaisonnements. Tout ce qu'on va ajouter à la viande de base, à nos féculents, nos légumes, l'amalgame du mariage des ingrédients. Et on connaît très bien le bœuf bourguignon reconnu pour la cuisine française. Le potage Saint-Germain, il n'y a pas un restaurant en France qui ne vous servira pas un potage Saint-Germain. Alors, la culture et les mets traditionnels sont présents dans cette culture autant. Et dans les autres, même chose, on parle ici de cuisine cajun. Une cuisine cajun, c'est aussi la cuisine de la Louisiane, hein, avec toutes ces influences américaines. Et en même temps, ces immigrants francophones qui ont été déportés en Louisiane avaient quand même une certaine culture culinaire qui, mixée, mariée avec la culture américaine, nous a donné une cuisine cajun qui est vraiment formidable et qui se reconnaît par ses piments de Cayenne, toute la force du piquant, des saveurs prononcées, le thym, le romarin, les épices cajun, hein, vous savez très bien, c'est un ensemble de saveurs très prononcées. Et on va pouvoir identifier la recette au cran à la tomate. Ceux qui connaissent ce mets, vous l'avez sûrement soit vu en voyage ou encore savouré parce que c'est votre propre culture et ça fait partie de vos mœurs familiales. Le jambalaya aussi. Alors, moi, je n'ai pas eu l'occasion d'y goûter, mais vous voyez que c'est une base de riz avec des légumes, tout dans un même plat et avec des saucissons, des pièces de viande. C'est préparé de différentes façons, selon les différents endroits en Louisiane. Pour ce qui est de la cuisine du Moyen-Orient, on la reconnaît davantage par l'utilisation des épices, la cardamone, la cannelle, le clou de girofle, le cumin. C'est vraiment, la gingembre aussi fait partie de cette cuisine très, très riche en saveurs et vraiment des cuisines qui prennent longtemps à préparer. Alors, on cuisine lentement, à l'étuvée et on arrive à faire des mets très savoureux. Et la préparation des mets prennent des heures et des heures. Les femmes se mettent ensemble pour cuisiner des tablés de mets pour faire que ça soit accueillant et aussi d'éblouir ses invités. Ça fait partie intégrale de cette cuisine.
encore là, ici, la cuisine thaï, on a plusieurs restaurants ici, on peut goûter ces cuisines qui sont particulièrement relevées avec le curry. On reconnaît les sortes de curry, les forts, les doux, les moyens. On voit beaucoup le gingembre et l'ail associés ensemble. Le curcuma fait partie de cette cuisine thaï qui donne des couleurs incroyables au mets. C'est souvent pour la couleur, le curcuma. Ça goûte pas tout à fait très prononcé en saveur, c'est pour sa couleur. On va remarquer dans les restaurants thaïlandais ou encore asiatique, si on veut. Le pad thaï, c'est vraiment typiquement de leur pays. Des sautés de poulet avec des poivrons, donc piquant, sucré, salé, sucré, piquant, c'est vraiment des façons de voir la cuisine thaïlandaise, asiatique. La cuisine aussi caribéenne. Donc, c'est les cuisines qui sont antillaises, les cuisines qui ont des influences des Caraïbes. Et on va bien voir que le clou de girofle, le poivre de la Jamaïque, c'est vraiment un poivre très prononcé en saveur et fait partie de leur mets. Vous allez remarquer que les currys, l'ail, la noix de muscade en fait aussi partie. On va retrouver une sauce au curry de notre grand-mère. C'est la recette qui est présentée ici. Les beignets à la banane, ça fait partie, entre autres, des aliments très appréciés dans la région. Tout ce qui est cuisine d'Afrique du Nord, vous savez, c'est presque à peu près les mêmes choses qu'on va retrouver le curcuma, les différents gingembres, la cannelle, le piquant du paprika, les paprikas qui sont plus forts, plus doux, les piments. Alors, c'est intéressant. Mais ici, je vous ai présenté un mets d'insectes grillés. Vous savez, les insectes sont fortement utilisés pour la cuisine en Afrique et c'est très économique et c'est facile à cuisiner. Et je crois que le Canada va devenir un autre lieu avec toute cette immigration africaine que l'on accueille. Ouvrons nos esprits et profitons de leur culture culinaire pour nous montrer comment apprêter ces insectes séchés et grillés. Il y a aussi les couscous en Afrique du Nord, donc tous les pays du Maghreb, l'Algérie aussi en fait partie, l'Égypte et tout ça. Alors, c'est vraiment intéressant de s'intéresser à leur cuisine. Prochaine, ici, la cuisine indienne. Alors, comme vous voyez, on retrouve encore là les mêmes tendances, les mêmes ingrédients, mais vous retrouverez ici le gram masala. Le gram masala, c'est un amalgame de plusieurs épices ensemble et c'est des recettes particulièrement utilisées dans les cuisines de l'Inde. Et ces saveurs sont très, très prononcées, très savoureuses, très variées. Alors, encore là, une richesse incroyable au niveau des aliments et des mets présentés. On va retrouver avec la noix de coco des viandes cuisinées très savoureuses qui sont attendries avec le lait de coco en particulier. On dit le lait, mais c'est la boisson la boisson de coco. On retrouve aussi des soupes. Hein? Je vous présente ici des soupes à base de riz et de lentilles. Donc, c'est l'harmonie des deux avec des légumes et encore là, rehaussé de tous ces assaisonnements qui sont typiquement reconnus pour la cuisine indienne.
On a ici maintenant une présentation sur la cuisine méditerranéenne. Donc, c'est la cuisine qu'on dit la cuisine la plus santé. Pourquoi? Pour ses huiles d'olive, pour l'ambiance, l'air chaud, près des les poissons, une panoplie de poissons et qui nous sont présentés. Et quand on voyage dans la Méditerranée, il faut vraiment profiter de leur richesse culturelle culinaire. J'ai présenté ici des tartines de litchi au cheddar. Au lucchini, c'est comme des petits zucchini. Et puis, c'est râpé très mince. C'est un beau légume avec le gratin de fromage qui donne un mets complet qui peut se prendre en collation comme en repas. Assorti d'un légume rôti à la grecque, c'est aussi tous les assaisonnements, les épices, les fines herbes qu'on utilise pour faire griller les légumes qui en font une cuisine vraiment très appréciée en Méditerranée. On parle aussi de la cuisine haïtienne. J'ai participé à une présentation et puis j'ai beaucoup aimé les différentes façons de faire les riz. Parce que vous savez, le riz prend place beaucoup en Haïti et les mélanges avec les légumineuses, donc les lentilles, les pois chiches et tout ça, c'est un art de marier cette façon haïtienne. Et on reconnaît le griot haïtien aussi, donc toute la banane plantain, si on veut, qui est écrasée et qui est frit avec des assaisonnements, le porc qui l'accompagne avec toutes ses saveurs, ses épices aussi. Alors voilà, et je termine avec la cuisine canadienne. La poutine, la poutine, un plat québécois francophone qui fait le tour du monde et qui fait le plaisir de bien des gens partout sur la planète. Vous reconnaissez aussi la tourtière, hein, le pâté à la viande qui est sur la table des traditions au niveau des célébrations du temps des fêtes. Alors moi c'est comme ça que j'ai connu le temps des fêtes. Et la poutine, c'est lorsqu'on s'amuse entre amis et avec une bonne bière, vous savez, rien de mieux. Alors maintenant, le tour, discutons un peu des grands ingrédients de base qui font la base de toutes ces cuisines, mais en même temps, qui fait qu'au Canada, on peut s'y retrouver et de maintenir nos habitudes culinaires et traditionnelles. Donc, vous retrouverez toujours en tout temps des légumineuses, des féculents. On parle de lentilles, pois chiches, les riz, les couscous, le bulgur, le millet. Et je suis certaine que vous pouvez m'en nommer plein d'autres. Le manioc, le foufou, utilisé en Afrique beaucoup. Alors, écoutez, c'est l'ingrédient de base de plusieurs cuisines. Les fruits, c'est certain qu'on accompagne de fruits. Peut-on considérer la noix de coco, l'ananas, la pomme, le melon, les mini-bananes? Vous voyez, c'est une superbe image du Vietnam. La façon de faire ses achats au Vietnam, c'est sur l'eau et on vient choisir. Les marchands se présentent avec leur récolte. C'est formidable. C'est toute une expérience de faire nos achats culinaires, d'aliments au Vietnam. Les épices, les assaisonnements, on en a vu plusieurs tout à l'heure. C'est coloré, ça sent bon, ça rehausse les saveurs, c'est formidable. Les légumes, on parle des légumes bulbes, on parle des feuilles, des tiges, des racines, des fruits. Ça se consomme, toutes les parties du légume sont comestibles. Il s'agit de savoir les apprêter, de savoir les marier avec les bonnes saveurs. Et c'est l'expérience en cuisinant, en apprenant à cuisiner le plus tôt possible dans notre jeunesse avec nos parents. Le transfert des connaissances se fait. Et c'est ce qui fait que ça enrichit nos cultures et nos savoir-faire culinaires.
les viandes, souvent des viandes qui sont grillées ou encore différentes façons de les apprêter en brochette, en charcuterie, en rôti, différentes façons de les présenter, l'agneau, le bœuf, le veau. Et je sais qu'il y en a plusieurs autres. Voilà, les assortiments de fromages aussi, quand on sert à l'étape des fromages, on l'a vu tout à l'heure dans la façon de faire de la cuisine française, quand c'est une façon, on présente avant les desserts, avant le sucré, on va présenter un beau plateau de fruits et de fromages assortis. C'est ce qui fait que le repas dure 4 à 5 heures et que l'on a du plaisir à discuter, à parler ensemble et bien boire. Alors, voilà les desserts, certainement. Alors, pour terminer en douceur, que de mieux que différentes douceurs. Et les breuvages, les cocktails, les apéros, les digestifs font partie de tout ça. Les différents modes de cuisson qui sont traditionnels dans toutes les cultures, vous allez retrouver, ça peut être prédominant dans certaines cultures, à la vapeur. Je pense au riz à vapeur, les cuisines thaïlandaises, les grillades, tout ce qui est à l'étuvée aussi, à la marmite, quand on met tout dans le même plat et on fait cuire lentement à la marmite, soit au four, soit sur le poêle, en friture. Et des façons aussi de présenter lors des célébrations les mets, les pièces principales. Alors, on a vu tout à l'heure avec les vidéos, j'ai trouvé ça formidable, le beau poisson, dans sa forme entière, présenté sur la table. Alors, comment on fait aussi pour le faire, le partage des connaissances et du savoir-faire? On en a vu un très bel exemple dans la vidéo. Je vous en présente d'autres. Alors, lorsqu'on fait des cuisines collectives, qu'on se met à plusieurs à cuisiner ensemble, les différentes cuisines et les savoir-faire de chacun, c'est une très belle façon de découvrir des nouvelles choses sans nécessairement voyager autour de la planète. Et on peut voyager dans une seule et même cuisine et partager aussi le savoir et reconnaître les différents aliments utilisés. C'est bien d'aller à l'épicerie avec nos enfants, de bien expliquer et prendre le temps. Pas tout le temps, mais c'est une belle façon de transmettre le savoir. Et lorsqu'on arrive comme immigrant et on fait nos achats culinaires, souvent les décors sont très différents. Alors avoir une liste en main pour s'assurer de ne pas rien oublier, c'est aussi une façon d'éviter d'être distrait et de se concentrer sur ce qu'on a vraiment besoin pour préparer nos mets qu'on connaît et qu'on aime. Les célébrations du temps des fêtes font aussi partie de mémoires que l'on se rappelle, pas seulement du mets qu'on a mangé, mais aussi des activités autour de l'activité. Et ici, je vous présente mon petit-fils. À l'âge de 2 ans, on faisait déjà des maisons décorées de bonbons et on s'amusait à mettre les traditions en force. Et ça me fait plaisir de vous présenter cette... Je suis certaine que vous avez plein d'activités et j'aimerais bien partager ce savoir avec vous. Maintenant, revoyons un peu de plus près les épices et les herbes aromatiques. Vous avez des liens qui seront liés aussi pour vous parler. Voyez les couleurs, les textures, les formes, les marchés d'odeurs. Et c'est tellement beau et tellement inspirant et tellement tentant. Vous savez, les épices ont plusieurs bénéfices. On va parler de bénéfices de santé, mais en cuisine, l'utilisation des épices, que ce soit sous forme de feuilles ou de bulbes, ou encore les utilisations de la fleur séchée, le safran, c'est aussi la fleur, le bourgeon dans le clou de girofle, la cannelle avec l'écorce, les racines avec le gingembre, les fruits séchés dans
dans les bourgeons, les poivres, les piments, les paprikas. Ce sont le fruit de la plante. Et les graines, on va retrouver le cumin, la noix de muscade, la fenouil. Alors, c'est riche. La nature nous offre des cadeaux incroyables. Il faut les découvrir, il faut les essayer, il faut cuisiner. Voilà. Je termine avec une présentation sur une petite histoire que je veux vous faire en partage. C'est Madame Etnée de Vienne qui nous présente et qui est ambassadrice de l'érable. Alors, vous allez voir le métissage de sa culture culinaire avec son désir du produit de l'érable parce qu'elle habite le Québec et elle a découvert ce produit. Laissez-moi vous amener ici un petit vidéo de 2 minutes. Je suis arrivée au Québec à l'âge de 13 ans de Trinidad. J'avais un petit peu de famille ici et une des choses qu'il fallait absolument voir, apparemment, c'était un érablière. Et j'ai goûté pour la première fois de ma vie le sirop d'érable. J'ai trouvé ça intriguant parce qu'une fille des Antilles n'a jamais vu quelque chose qui sortait de tronc d'arbre comme ça. Les épices, il y a tellement de variétés, il y a tellement de goûts et de saveurs différentes. Le magique, c'est l'assemblage, équilibre. C'est ça le mot clé dans tout ce qu'on fait avec les mélanges d'épices. Alors, c'est bien évident que si on veut que tout joue bien ensemble, c'est absolument essentiel de temps en temps d'introduire un autre joueur, dans ce cas-là, le sirop d'érable. Les petites pépites d'érable se mélangent tellement bien avec les épices parce qu'il faut moudre. Les pépites d'érable rentrent tout à fait dans cette modèle d'affaires, si on veut, parce qu'on peut les écraser en même temps qu'on écrase les épices avant de commencer à cuisiner. Comment je suis devenue ambassadeur d'érable? C'était vraiment une proposition que j'ai trouvée absolument intrigante parce que je trouvais que c'était le temps de voir quelqu'un qui n'est pas nécessairement né ici, qui apprécie quand même ce produit-là. Moi, je vois le potentiel de ce beau produit. Alors pour moi, ce produit de sirop d'érable, de tous les produits d'érable, c'est ça que ça représente. Ça représente la collaboration possible. Alors voilà. Elle nous laisse sur un mot qui est, à mon avis, le secret, mais pas rien que le secret, qui est la conclusion de la présentation présentement, parce qu'on parle de mariage des saveurs et des cultures. C'est le secret qu'il y aura toujours une collaboration possible. Alors, c'est vraiment un mot qui, pour moi, est très inspirant. Et si on revient sur ce qu'on vient de voir, on a fait un tour du monde tout en saveurs. On s'est rappelé des voyages, des saveurs, des paysages inoubliables. Et on a parlé que les cultures culinaires sont riches en traditions qui doivent être transmises et qui évoluent avec le temps, qui se transforment parce que c'est vivant. Et les ingrédients, on a vu les ingrédients, les modes de préparation, pour terminer avec les épices et les cultures identitaires. Vous avez toutes les ressources qui vous seront partagées et c'est d'autres ressources pour aller creuser l'information en nutrition et développer le désir de cultiver la nutrition. Merci à vous et au plaisir de vous rencontrer bientôt. Merci beaucoup, Céline. Sur ce, nous allons conclure notre atelier, le dernier organisé dans le cadre de la Semaine nationale de l'immigration francophone par le réseau Santé Alberta. Merci beaucoup, Céline. Au plaisir. À la prochaine.